Kolassi. Un mot sec, brutal. En dialecte nubien, cela n'a qu'une traduction, la mort. Idi Amin s'est tourné vers son général et a lâché l'ordre. À cet instant précis, le sort de ses ennemis était scellé. Nous sommes le 25 janvier 1971. Le président Milton Obote est dans un avion, direction Singapour. Il croit voler vers un sommet du Commonwealth. En réalité, il vole vers l'exil. Pendant qu'il traverse les nuages, les chars d'Amin verrouillent Kampala. Pas de bataille rangée, juste une prise de contrôle chirurgicale. Les soldats occupent la radio nationale. Dès l'aube, l'ambiance change. La voix d'Amin crache dans les haut-parleurs de rue, en boucle, saturée par l'électricité statique. Il apparaît ensuite à l'écran, tenue d'apparat, sourire paternel. Il promet la démocratie, il promet des élections libres. Il se présente comme un simple serviteur. Le mensonge fonctionne à la perfection. Dehors, la tension explose en euphorie. Les Ougandais sortent de chez eux par milliers. Ils chantent, ils dansent sur le bitume chaud, ignorant que l'ordre de massacre a déjà été donné. Pendant que la capitale danse, les casernes de Jinja et Moroto se verrouillent de l'intérieur. La musique des rues étouffe ce qui se passe derrière les murs de briques rouges. Car les premières victimes ne sont ni des opposants politiques, ni des journalistes. Ce sont les propres frères d'armes d'Idi Amin. Pourquoi massacrer sa propre armée? La réponse tient en deux noms, Acholi et Langui. Ces deux tribus constituent la colonne vertébrale des forces armées. Elles sont historiquement fidèles à l'ancien président Milton Obote. Pour Amin, ce n'est pas une troupe, c'est une menace. Le raid commence après minuit. Des unités loyalistes encerclent les dortoirs. Les phares des camions inondent la cour. On réveille les hommes à coups de crosse. Le tri est mécanique, brutal. On sépare les ethnies comme du bétail. Ceux du nord d'un côté, les autres de l'autre. L'ordre est donné. Pas de gaspillage de munitions. Dans l'obscurité, on force les soldats à tuer leurs camarades de chambrée, ceux avec qui ils mangeaient la veille. Le bruit mat des matraques remplace les coups de feu. Le son des os qui rompent résonne dans le silence des dortoirs. Le sol devient glissant. C'est une liquidation intime. Sur les 9000 soldats que comptait l'Ouganda, 6000 sont exterminés. 2/3 de l'armée nationale disparaissent en quelques semaines. La structure de défense du pays est étêtée, vidée, remplacée par des mercenaires fidèles au nouveau maître. Au terme de cette première année, le bilan total dépasse les 10 000 morts. Pendant que les corps s'empilaient, les rapports atterrissaient sur les bureaux des diplomates. Londres savait. Mais les services de renseignement britanniques ont classé l'affaire sans suite. Pour eux, ce n'était qu'un nettoyage de routine après un coup d'État. Les journalistes qui tentaient d'alerter l'opinion étaient ouvertement ridiculisés. Ce silence international a offert à Amin la ressource la plus précieuse, du temps. Il l'a utilisé pour structurer la terreur. Sur la colline de Nakasero, au milieu des villas, un bâtiment anodin a ouvert ses portes. 3 étages, une façade peinte en rose pastel. L'endroit ressemblait à s'y méprendre à un bureau de poste ou une agence de tourisme. L'enseigne officielle indiquait « State Research Bureau ». À l'intérieur, c'était une machine industrielle conçue pour effacer les êtres humains. Pendant que la diplomatie internationale fermait les yeux, la terreur s'installait au grand jour sur la colline de Nakasero. Un bâtiment administratif de 3 étages, une façade rose pastel. C'était le quartier général du State Research Bureau. Pourquoi donner à une police secrète une adresse officielle et une enseigne? Pour intégrer l'effroi au paysage urbain. À l'intérieur, 300 employés pointaient chaque matin. C'est l'effectif d'un hôpital régional moyen. Sauf qu'ici, l'objectif n'était pas de sauver des vies. C'était une bureaucratie de l'élimination. Le travail administratif cédait la place à l'action entre 20h30 et 22h. Les Land Rover quittaient le parking. Pas de sirène, pas d'uniforme. Des agents en civil frappaient aux portes des quartiers résidentiels. Ils ne présentaient aucun mandat. Ils vérifiaient juste un nom sur une liste. La famille regardait, impuissante, le père ou le frère être poussé sur la banquette arrière. La voiture tournait au coin de la rue, et l'homme cessait d'exister. Ceux qu'on embarquait à Kampala finissaient souvent leur voyage à 100 km de là, dans les forêts denses de Masaka. Un témoin vivait juste à la lisière. Pour lui, la terreur n'était pas une rumeur, c'était un bruit de moteur. La nuit, le grondement des diesels brisait le calme. Des colonnes de Land Rovers traversaient le village plein phare. Le témoin attendait que les feux rouges disparaissent pour ramper jusqu'au buisson. Il voyait tout. Les hommes ligotés, jetés hors d'ébène, les coups de feu à bout portant. Parfois, l'odeur d'essence précédait les cris,
et les flammes montaient plus haut que les arbres. Cette clairière est devenue un charnier à ciel ouvert, une surface équivalente à un terrain de football, 7000 mètres carrés de mort. Le lendemain matin, le villageois revenait marcher dans les herbes hautes. Il ne trouvait plus de corps intacts, seulement des os. Des fragments blanchis par le soleil équatorial et polis par les becs des vautours. Mais la source de ce massacre se trouvait toujours dans la capitale. Avril 1979, le régime s'effondre. Les soldats tanzaniens enfoncent la porte du State Research Bureau. Ils s'attendaient à trouver des archives ou des bureaux administratifs. Mais une odeur douceâtre les a cloués sur place. L'air était saturé de sang séché. Au sol, le béton avait bu les taches sombres couche après couche. La pièce ressemblait à un atelier de bricolage abandonné à la hâte. Sur les tables, pas de dossier, des scies, des chalumeaux à gaz. L'ameublement racontait la suite. Les chaises n'étaient pas rangées autour des tables. Elles étaient boulonnées directement au mur porteur. C'était la réalité quotidienne de la base de Nakuru. Les enquêteurs ont catalogué ce matériel de chantier comme pièce à conviction. Mais les scies et les chalumeaux de Nakuru n'étaient que des accessoires. La véritable chaîne de montage de la mort tournait à plein régime aux casernes de Makindye. Le commandant Moussa Oba y a établi le standard de productivité. Il entre dans une pièce bondée. 30 prisonniers le fixent. Il lève son arme et ouvre le feu. Seul. Il tire jusqu'à ce que le dernier homme s'écroule. Pour ce massacre, il ne reçoit aucune sanction. Il obtient une promotion. Car à Makindye, le meurtre n'est plus un crime, c'est une statistique. Dans la cellule surnommée Singapour, l'administration a fixé un quota précis, 100 soldats, chaque nuit. Le calcul est froid, 100 hommes par nuit, c'est 3000 corps par mois. La population d'une petite ville, effacée de la carte en 30 jours. L'usine tournait selon un horaire strict, 19 heures. Les moteurs lourds résonnent dans la cour, les camions arrivent pour la collecte. Avant l'aube, les véhicules quittent l'enceinte, chargés de corps, disparaissant dans la brume matinale. Mais les casernes n'étaient que la face visible de la terreur. Le palais de Mengo cachait l'invisible. Sur les plans d'origine, ce n'était qu'un dépôt de munitions. Des entrepreneurs israéliens avaient coulé le béton pour stocker des fusils, pas des hommes. Idi Amin a gardé l'architecture, mais il a détourné la fonction. Le piège se refermait bien avant la cellule. Les gardes bandaient les yeux des captifs. On les jetait à l'arrière des camions. Le convoi roulait sans s'arrêter. 3 ou 4 heures de route. Le bruit du moteur, les secousses, la chaleur. C'était une illusion totale. Le chauffeur ne quittait jamais la ville. Il tournait simplement en rond dans l'immense enceinte du palais. Virage à gauche, virage à droite, encore une boucle. Le sens de l'orientation s'effondrait. Quand le camion s'arrêtait enfin, le prisonnier pensait être au fin fond de la brousse. Loin de Kampala, loin de tout témoin. En réalité, il se trouvait juste sous les pieds du dictateur. On retirait le bandeau dans la pénombre. L'air était lourd, saturé d'humidité. Un tunnel d'eau électrifié encerclait les chambres souterraines. L'ancien entrepôt était devenu une machine à broyer. Certains détenus se jetaient dans l'eau chargée de courant pour abréger l'attente. Chaque cellule était conçue pour entasser 500 personnes. Sur les murs du bunker, les traces de câbles électriques ne sont pas les seules cicatrices. Un prisonnier a ramassé un morceau de charbon au sol. La matière noire s'effritait entre ses doigts humides. Il a laissé un message brut sur le béton. « Vous m'avez tué, mais qu'adviendra-t-il de mes enfants ?» Ces enfants n'ont jamais eu de réponse. La famille n'a jamais récupéré le corps. Pas de tombe, pas de funérailles. Pour les proches, cette disparition sans trace était une torture pire que la mort elle-même. Idi Amin avait trouvé une méthode plus efficace que l'enterrement. Pourquoi le Nil ? Parce que le courant emporte les preuves plus vite qu'on ne peut les repêcher. Le fleuve coupe l'Ouganda comme une veine ouverte. Le régime l'a transformé en égout. Les camions arrivaient sur la berge après le coucher du soleil. Les soldats basculaient les cargaisons humaines dans l'eau noire. Certains prisonniers respiraient encore au moment de l'impact. Les crocodiles finissaient le travail. Le courant emportait les cadavres. Mais les témoins, eux, restaient sur la rive. 1986, 7 ans après la chute du régime. Le juge Arthur Oder préside la commission d'enquête. La salle est silencieuse. Un témoin raconte. Des camions qui s'arrêtent dans l'obscurité, des ombres qui s'agitent, puis un bruit unique, un impact lourd dans l'eau. Oder écoute. Les greffiers notent.
Le rapport final transforme ces souvenirs en verdict. Le processus était systématique et délibéré. 8 années de mécanique ininterrompue. Le Nil a avalé les preuves, corps après corps, exactement comme Idi Amin l'avait calculé. Mais le secret ne suffisait plus au dictateur. Il voulait que la peur soit visible. Le contraste est total. D'un côté, le silence glacial des éliminations nocturnes au bord du fleuve. De l'autre, le vacarme hystérique des mises à mort publiques sous le soleil de midi. Amin a déplacé la terreur des marges vers le centre-ville. 9 septembre 1977, Kampala. Les grilles de la prison de Luzira s'ouvrent. 12 hommes sont extraits de leurs cellules pour un dernier voyage. On ne voit pas leur visage. Ils portent tous des sacs noirs en toile grossière sur la tête. Sous cette toile grossière, une respiration que beaucoup connaissaient. Abdullah Anyuru. Ce n'était pas un chef de guerre, c'était l'ancien président de la commission de la fonction publique. Un bureaucrate à la retraite, arraché au calme de sa maison par les agents du State Research Bureau. Le bus pénitentiaire a quitté la prison de Luzira dans l'après-midi. Direction, la route d'Entebbe. Le convoi s'est arrêté au pied de la Clock Tower. 12 hommes attendaient la mort. Mais le véritable supplice d'Anyuru avait eu lieu quelques jours plus tôt. Son neveu, Peter, a recueilli le témoignage d'un gardien. La scène se passe dans une cellule de détention provisoire. Anyuru est au sol. Son visage est tuméfié. Le sang sèche sur ses vêtements. La porte s'ouvre. Idi Amin Dada entre. Le dictateur observe le vieil homme brisé. Il ne sourit pas. Il compose un visage inquiet, presque compatissant. Une performance d'acteur pur. Il se tourne lentement vers son chef de la sécurité, Farouk Minawa. L'air est lourd. Amin pointe le prisonnier du doigt et pose une question d'un cynisme absolu. Qui a frappé ce vieil homme?